Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 1 de Road to Science. Avant de commencer, petite précision, dans cette vidéo je vais énormément simplifier les mécanismes physiologiques. Le fonctionnement du corps face au froid est extrêmement complexe, mais si vous le souhaitez, j'ai écrit un article détaillé et complet sur ce sujet. Au passage, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Benoît, je suis coach spécialisé en street lifting et je suis passionné de science et de physiologie de l'entraînement. L'objectif de la série Road to Science, il est simple, c'est de vous faire découvrir le monde de l'entraînement et de vous expliquer la science derrière la performance et la santé de manière claire et accessible. Alors, avant de chercher à comprendre quels sont les avantages et les inconvénients du bain froid, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Déjà, ce qu'il faut comprendre avant de commencer, c'est que le corps il va détecter le froid via plusieurs récepteurs. Des récepteurs périphériques situés au niveau de la peau et des récepteurs centraux situés au niveau de l'abdomen, au niveau de la moelle épinière et au niveau du cerveau. À partir du moment où le corps détecte le froid via ces récepteurs, il va envoyer un signal à l'hypothalamus situé dans le cerveau. L'hypothalamus, il faut le voir un petit peu comme un thermomètre qui va venir ajuster la température du corps en fonction de la température de l'environnement. Une fois que l'hypothalamus a reçu les informations par les thermorécepteurs, il va comparer les informations reçues à sa valeur de référence. La valeur de référence du corps humain, c'est 37 degrés. Il va donc comparer la température reçue et la température qu'il doit y avoir dans le corps humain. À partir du moment où l'hypothalamus va voir une différence entre la valeur de référence et la valeur reçue, il va alors engendrer des mécanismes permettant de réchauffer le corps. Le premier mécanisme que va mettre en place l'hypothalamus, ça va être de créer une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire qu'il va vasoconstricter tous les vaisseaux situés en périphérie du corps et il va donc diminuer le flux sanguin vers cette zone. Cela va permettre de concentrer la chaleur et donc le flux sanguin vers les organes vitaux. Car oui, la chaleur est principalement médiée par le sang. C'est-à-dire que le sang permet de transporter la chaleur d'une zone à l'autre. Donc le premier mécanisme, ça va être une vasoconstriction périphérique qui va être amplifiée par le travail des anastomoses artério-veineuses. Ces AVA, elles permettent une circulation directe entre les artères et les veines sans passer par les capillaires. Lorsqu'il fait chaud, elles vont se dilater permettant un meilleur flux sanguin passant de l'artère aux veines. Et lorsqu'il fait froid, ces AVA vont venir se vasoconstricter pour limiter le flux sanguin et ralentir le flux sanguin au niveau des zones périphériques. À savoir que les AVA sont principalement situés en zone périphérique du corps. Donc comme on l'a dit juste avant, le rôle principal de cette vasoconstriction périphérique, ça va être de limiter le flux sanguin vers les zones périphériques du corps et donc d'augmenter le flux sanguin vers les organes vitaux tout en limitant les pertes de chaleur dues aux zones périphériques. Car oui, les zones en principal contact avec le froid, ça va être les zones périphériques. Maintenant, ce mécanisme, ce n'est pas le seul mécanisme mis en place par le corps pour résister face au froid. Le deuxième mécanisme mis en place par le corps, ça va être la thermogénèse non tremblante. Dans votre corps, vous avez deux types de graisses principales. Vous allez avoir la graisse blanche et la graisse brune. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la graisse brune. Elle va permettre la thermogénèse non tremblante. Donc la graisse brune, elle est riche en mitochondries. Les mitochondries, ce sont des petites usines situées à l'intérieur des cellules, de ces cellules graisseuses. Et ces mitochondries de cette graisse brune, elles sont riches en protéine UCP1. Cette protéine UCP1, elle est très importante pour justement créer de la chaleur. La protéine UCP1 va donc transformer les substrats énergétiques en chaleur directement. Mais bien sûr, on n'a pas des réserves de graisse brune infinies et donc au bout d'un moment, ces réserves-là vont s'épuiser et forcément, on va devoir adapter un autre mécanisme qui va nous permettre de résister au froid. Vient alors le troisième mécanisme, ce qu'on appelle la thermogénèse tremblante. Alors la thermogénèse tremblante, c'est une contraction involontaire et asynchrone des muscles squelettiques qui va permettre de créer de la chaleur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de cette troisième étape, elle va être extrêmement énergivore en énergie. Dans certaines études, on remonte même une augmentation du métabolisme jusqu'à 5 fois le métabolisme de base. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte que ce troisième mécanisme est extrêmement énergivore pour le corps. Mais du coup, vous allez vous poser une question, après vous avoir présenté ces trois mécanismes, vous vous demandez sûrement pourquoi alors on ne perd pas nos doigts après être resté assez longtemps dans le froid. Eh bien, il y a une réaction qui vient se passer, c'est ce qu'on appelle la réaction de Chase de Lewis. Et cette réaction, elle va permettre une vasoconstriction, puis une vasodilatation permettant de ramener un petit peu le flux sanguin vers les zones périphériques pour continuer à alimenter et à nourrir ces zones-là. Maintenant, on va voir ce qui change entre une immersion en eau froide et juste l'exposition au froid, par exemple en extérieur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la perte de chaleur dans l'eau, elle est beaucoup plus importante que dans l'air, car l'eau, elle a une conductivité 3 fois supérieure à celle de l'air. Ce qui veut dire que vous perdez 3 fois plus vite de chaleur dans l'eau que dans l'air.
Bien sûr, ça va dépendre aussi de votre couche adipeuse. Les personnes qui auront tendance à avoir une couche adipeuse plus élevée auront une meilleure isolation et perdront moins de chaleur. Et donc, ce qui va différencier un petit peu d'une immersion en eau froide d'une exposition à l'air, ça va être la réponse du corps et certaines réactions qu'on retrouve principalement dans une immersion en eau froide. À partir du moment où le visage et les narines vont être en contact avec de l'eau froide, cela va venir engendrer une réaction qu'on appelle la réaction de plongée. Cette réponse elle va engendrer plusieurs réactions, notamment une augmentation du rythme cardiaque, mais également une vasoconstriction périphérique, une redistribution du sang vers les organes vitaux, comme on a vu tout à l'heure, et la libération de globules rouges stockés dans la rate. Ensuite, la deuxième réponse engendrée lorsque vous vous immergez en eau froide, ça va être la réponse au choc froid. Et cette réponse, elle est engendrée principalement par les récepteurs cutanés. Elle va augmenter la fréquence respiratoire, elle va également augmenter la vasoconstriction périphérique et également augmenter la pression artérielle. Maintenant qu'on a vu comment le corps réagissait face au froid et on a vu également comment le corps réagissait spécialement lors d'une immersion en eau froide, on va pouvoir s'intéresser aux avantages et aux inconvénients du bain froid. Le premier avantage du bain froid, ça va être au niveau du profil cardiovasculaire. En effet, si on prend l'exemple des nageurs d'hiver acclimatés au froid, on observe une diminution du ratio ApoB, ApoA1. ApoB, ce sont des lipoprotéines associées au risque de plaque artérielle. Et ApoA1, ce sont des lipoprotéines associées à une protection du profil cardiovasculaire. Donc les études suggèrent une diminution du risque de dépôt de lipides sur les parois internes des artères. On va avoir également une amélioration au niveau du stress oxydatif. Plusieurs marqueurs montrent une amélioration de la protection antioxydante chez les sujets adaptés, comme l'activité de GPX1 qui était augmentée ou l'activité de la paraoxonase 1 qui était augmentée. Le deuxième avantage des bains froids, ça va être une adaptation de la thermorégulation du corps humain. À force de s'exposer à un stress froid, on va avoir une augmentation du tissu brun et une augmentation de l'activation de la protéine UCP1. C'est-à-dire qu'avec l'acclimatation, le fait de répéter un stress thermique régulièrement, vous allez avoir une adaptation, les frissons vont apparaître plus tardivement. Avec l'acclimatation, le corps va également améliorer la réponse de Chase de Lewis en variant plus facilement entre vasoconstriction et vasodilatation pour protéger les zones périphériques. Et justement, ces deux adaptations physiologiques vont permettre une meilleure tolérance au froid, donc vous allez pouvoir rester un petit peu plus longtemps qu'au tout début. Maintenant, on va voir les avantages sur le système hormonal et sur les effets métaboliques. L'exposition au froid répété, elle va améliorer la sensibilité à l'insuline et permettre une meilleure absorption périphérique. Et ça va favoriser une meilleure régulation de la glycémie. Ça, c'est un avantage hyper important pour les diabètes de type 2 ou pour les personnes qui voudraient améliorer leur sensibilité à l'insuline. C'est d'ailleurs ce que montre l'étude de Hassan et collaborateurs en 2015. Chez les patients diabétiques, 10 jours d'acclimatation au froid a permis d'augmenter la sensibilité périphérique à l'insuline de plus de 43%. Et ce n'est pas seulement le cas sur des patients atteints de pathologie, mais également sur des sujets sains. C'est ce que montre l'étude de Jiba Dorna en 2016, qui montre que 2 baignades par semaine ont permis d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Maintenant, on va voir les avantages du bain froid sur la récupération, sans doute la partie qui vous intéresse le plus. L'immersion en eau froide après l'exercice, elle va permettre énormément de choses. Premièrement, elle va permettre de réduire les douleurs musculaires différées. Deuxièmement, elle va permettre de réduire l'inflammation et le stress oxydatif. Et troisièmement, elle va permettre d'augmenter la récupération fonctionnelle. Donc on est à un peu plus de la moitié de la vidéo et vous vous rendez déjà compte que les avantages du bain froid, il y en a énormément. Et ce n'est pas tout, on continue avec le prochain avantage qui est sur la santé mentale et les effets sur la psychologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bain froid va augmenter la quantité de bêta-endorphines. Les bêta-endorphines, elles ont un effet antalgique, c'est-à-dire qu'elles vont venir réduire la douleur. Donc que ce soit pour le niveau psychologique ou au niveau de la récupération, ça va être ultra intéressant. Mais ce n'est pas tout, les bains froids vont également augmenter la production de dopamine et dans certaines études, ça montre même une augmentation de plus de 250%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dopamine, c'est un neurotransmetteur central. Il va permettre d'augmenter la motivation, augmenter la sensation de récompense, il va permettre de réguler l'humeur et elle permet également la modulation de la douleur. Bien sûr, la dopamine, elle fait plein d'autres choses, mais on va dire que c'est les principaux effets de la dopamine. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ces deux hormones, elles vont agir sur la psychologie, car elles vont permettre une sensation de bien-être et une clarté mentale totale après un bain froid. En plus de ça, le bain froid va permettre une adaptation croisée au stress.
C'est-à-dire qu'en créant un stress contrôlé et maîtrisé comme le bain froid, l'organisme pourrait mieux s'adapter au stress psychologique. Des études relèvent même des effets potentiels sur la dépression. En effet, l'adaptation croisée au stress permettrait d'améliorer des états de dépression en arrivant à mieux gérer des états de stress quotidiens. Le bain froid pourrait améliorer la réponse au stress, qui est souvent déséquilibré dans des états de dépression et d'anxiété. Mais les données dans la littérature restent encore trop limitées pour tirer de conclusions trop rapides, mais ça pourrait être un des effets très intéressants du bain froid. Et bien sûr, comme toute activité, les bains froids vont aussi avoir des effets négatifs, des inconvénients. C'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier inconvénient, et vous en doutez sûrement, c'est l'hypothermie. En effet, l'immersion en eau froide accélère la perte de chaleur. Et cette augmentation de la perte de chaleur peut engendrer de simples frissons, comme on l'a vu précédemment, ou peut aller jusqu'à un dysfonctionnement organique, même voire potentiellement mortel. Le risque il est encore plus élevé chez les personnes âgées car elles ont une capacité à réguler leur température corporelle qui est altérée avec l'âge. Le deuxième inconvénient, ça va être sur les effets cardiovasculaires. Bien sûr, on a vu qu'il y avait des avantages sur les effets cardiovasculaires, mais il y a également des inconvénients. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'exposition au froid engendre une vasoconstriction importante au niveau périphérique. Mais cette vasoconstriction va augmenter la charge sur le cœur et sur la tension artérielle. C'est pourquoi l'immersion en eau froide est peu conseillée chez les personnes ayant des antécédents cardiovasculaires. Le troisième inconvénient, ça va être sur la santé respiratoire. En effet, comme on l'a vu au tout début, l'immersion dans l'eau froide augmente la fréquence respiratoire et cela de manière involontaire. C'est pourquoi des personnes avec des troubles respiratoires doivent faire attention aux immersions en eau froide car elle peut créer des réactions pénibles et des complications respiratoires. Le quatrième et dernier inconvénient, c'est au niveau dermatologique. En effet, comme on l'a vu au tout début, la peau c'est la première barrière contre le froid. Une exposition trop prolongée au froid ou non maîtrisée peut provoquer des problèmes au niveau dermatologique et même des engelures. On arrive sur la fin de la vidéo et comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il y a énormément d'avantages au bain froid mais il y a également des inconvénients auxquels il faut faire attention. Pour éviter tout risque, regardez si vous avez des antécédents cardiovasculaires, respiratoires ou dermatologiques et assurez-vous que tout risque soit éloigné. Bien sûr, même pour ceux qui n'ont pas de pathologie particulière, attention à bien contrôler et maîtriser votre temps d'exposition au bain froid. Évidemment, dans cette vidéo, on a vu une version simplifiée de ce qui se passe dans le corps. La thermorégulation, les adaptations hormonales et le tissu brun sont des sujets beaucoup plus complexes de ce que permet un format YouTube de quelques minutes. Si vous voulez comprendre les mécanismes physiologiques en détail ou comment utiliser ces stratégies dans l'entraînement ou la récupération, j'ai écrit un article beaucoup plus complet et détaillé à ce sujet que tu peux retrouver sur le site lachikaraacademy.fr. Et si vous aimez ce type de contenu entre science et performance, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Parce que sur cette chaîne, on va continuer à explorer ce que dit la science sur l'entraînement, la physiologie et la récupération.